Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info, nouvelle édition dont voici les grands titres. Le centre de suivi des patients à domicile poursuit plus que jamais ses missions. Installé à l'auditorium Régnier 3, il est composé de nombreux professionnels qui accompagnent médicalement à distance les personnes présentant peu de symptômes de la Covid-19. Ludmila Racona-Le Goff, secrétaire générale du département des Affaires sociales et de la Santé, sera notre invité pour évoquer les missions du centre. Protéger la mer Méditerranée du péril de la pollution plastique, encourager toutes les initiatives destinées à mettre en lumière et solutionner ce fléau qui fait des ravages, c'est l'objectif de l'initiative BIMED portée par la Fondation Prince Albert II. Aujourd'hui vient d'être lancé le collectif d'entreprises BIMED. Deux grands groupes s'engagent. C'est ce que nous diront Bernard Fautrier, président de l'association BIMED, et Romain Troublé, le directeur général de la Fondation Tara, principal témoin de l'urgence de la situation en Méditerranée. L'opération Culturez-vous s'est poursuivie ce week-end pour le plus grand bonheur des amateurs d'art sous toutes leurs formes. Dimanche, c'est l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui s'est produit à l'Auditorium Régnier 3 sous la baguette de son directeur artistique et musical, le chef d'orchestre Kazuki Yamada. Mais pour débuter donc, coup de projecteur sur le centre de suivi des patients à domicile installé depuis le début de la crise à l'auditorium Régnier 3. Avec la deuxième vague de la Covid-19, il est resté le lien privilégié avec les personnes qui sont confinées chez elles et qui présentent peu de symptômes. Comment le pic de la deuxième vague a-t-il été géré? Réponse avec le secrétaire général du département des Affaires sociales et de la Santé. Bonsoir Ludmila Racona-Le Goff. Bonsoir Patricia. Le centre de suivi Covid-19 à destination des personnes positives n'a jamais cessé de fonctionner au cours des dernières semaines. Tout à fait. Le centre a tout simplement été mis en veille pendant quelques semaines au début du mois de mai. Puis dès la reprise de l'épidémie et dès que les premiers cas en principauté ont été signalés, une permanence a été assurée par l'un de nos médecins inspecteurs pendant tout l'été. Et dès le mois de septembre, nous avons véritablement renforcé les équipes en recrutant du personnel dédié et en la réinstallant dans les locaux de l'auditorium qui avaient été laissés vides pendant la période estivale. Et comment le centre fait-il face à cette deuxième vague ? Alors écoutez, le centre a été tout d'abord doté des moyens humains nécessaires pour répondre aux besoins des patients. Donc nous avons recruté principalement des infirmières pour assurer le suivi quotidien. Donc ce sont elles qui sont chargées d'appeler les patients au jour le jour. Et nous avons également demandé à un médecin superviseur, donc ce sont nos médecins du centre médico-sportif qui assurent la supervision du centre et qui suivent les patients dont l'état est un petit peu plus compliqué. Alors justement, combien de personnes sont-elles suivies actuellement par le centre ? Alors aujourd'hui, il y a 20 personnes, mais il y a 15 jours de ça, nous avions encore 125 personnes en suivi. Et au total, depuis le début de la crise, combien de personnes ont été prises en charge ? Alors depuis le mois de mars, parce que la structure a ouvert le 23 mars, si je me souviens bien, le 23 ou le 25, nous avons eu 735 personnes en suivi. Donc, au début de l'épidémie, ce n'étaient pas forcément des personnes qui étaient malades de la Covid, c'était des personnes symptomatiques, parce qu'à l'époque, on s'occupait aussi des patients pour lesquels on avait un doute, mais pour lesquels nous n'étions pas sûrs. Mais depuis le mois de septembre, ce sont des personnes effectivement malades. Et oui, un total de 735 depuis plusieurs mois. Quelle est la logistique? Alors vous l'avez dit, il y a des infirmières, mais pas seulement, hein. Vous êtes plusieurs professionnels sur le front. Oui, donc il y a les médecins, évidemment, pour superviser la structure, les infirmières qui sont là pour passer des coups de fil quotidiens. Nous avons également un binôme de la Croix-Rouge monégasque qui peut aller à la demande du médecin au domicile des patients les plus fragiles, dont l'état mérite qu'on aille les voir régulièrement. Et donc ils sont équipés de tablettes pour pouvoir faire une conférence téléphonique avec le médecin, qui donc peut se faire une idée un petit peu plus précise de l'état de la personne. Et jusqu'à la semaine dernière, nous avions également un médecin de ville, un médecin généraliste, qui allait également voir ces quelques personnes dont l'état était un petit peu plus compliqué pour assurer une première visite médicale, parce que certaines d'entre elles n'avaient jamais vu de médecin.
Et il était important pour nous, pour les infirmières et pour les médecins, qu'il y ait au moins une consultation réelle et physique. Qu'en est-il des enquêtes épidémiologiques qui ont été lancées ? La cellule enquête a été installée à l'auditorium, donc tout le monde est sur le même plateau technique à l'auditorium, le centre de suivi et la cellule enquête. Tous les jours, cette cellule récupère l'ensemble des cas positifs de la principauté, les résidents, mais aussi les salariés, et fait le lien tant avec l'OMT, l'Office de la médecine du travail, ou l'inspection médicale des scolaires lorsqu'il s'agit de salariés ou d'enfants scolarisés, mais appelle aussi directement les patients pour mener l'enquête dans la sphère familiale et dresser la liste des contacts et entamer les procédures qui doivent être mises en place. Donc un dépistage rapide des personnes concernées. Ludmila Racona-Le Goff, secrétaire générale du département des affaires sociales et de la santé, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Passons aux autres informations du jour, informations pratiques notamment, avec Christine Datomel. Bonsoir. Et ce balai nocturne, avenue Princesse Grasse. Oui, en effet, Patricia, de nouveaux bungalows sont installés proche de la structure du pont provisoire. Indispensables au bon déroulement des travaux, ces modules préfabriqués, assemblés les uns aux autres, abritent les bureaux du personnel d'encadrement, les vestiaires ou encore les espaces détente des compagnons qui travaillent sur le chantier du Testimonio 2. L'installation de ces nouveaux bungalows est effectuée durant la nuit de 21 h à 6 h du matin afin de limiter au maximum les impacts sur la circulation. Un aménagement qui devrait s'achever d'ici vendredi. Par ailleurs, la direction de l'aménagement urbain procède au remplacement et à la modernisation de 9 ascenseurs publics. Oui, les ascenseurs concernés par cette rénovation sont ceux du parking de la Condamine, du Saint-Sébastien, du marché de la Condamine, du parking des pêcheurs, de l'ascenseur du Floridian. Les premiers travaux viennent de débuter. Ils s'achèveront à la fin du mois de janvier. Une opération qui s'inscrit dans le plan de remplacement des liaisons mécaniques programmées d'ici à 2025, avec pour objectif le remplacement de 65 ascenseurs et escaliers mécaniques par des appareils plus performants et moins consommateurs d'énergie. Et si le gouvernement princier continue de soutenir les activités fortement impactées par la crise sanitaire, avec notamment le prolongement du CTTR, il entend aller plus loin. Oui, le gouvernement princier entend aller plus loin dans l'accompagnement au secteur particulièrement touché par la crise, en accordant une exonération partielle des charges patronales, de nouvelles mesures qui pourraient concerner jusqu'à 620 entreprises en principauté et qui permettent ainsi aux entreprises de bénéficier d'une exonération partielle de la part patronale des cotisations CAR et CCSS pour les mois d'octobre à décembre 2020. Il est important de noter que cette aide a été ouverte à de nouveaux secteurs d'activité dont la liste mise à jour est disponible sur le site www.service-public-entreprise.gouv.mc. Elle borde nos rivages. Nous avons pour la plupart grandi avec elle et nous la voyons aujourd'hui agressée, malmenée. La mer Méditerranée est la victime impuissante de la pollution plastique galopante. Face à l'urgence de la situation, l'initiative BIMED a vu le jour. Elle soutient et met en réseau les acteurs engagés contre la pollution plastique en Méditerranée et elle a décidé de mobiliser et sensibiliser également les entreprises. Écoutez Bernard Fautrier, le président de l'association BIMED. On en est quand même, je crois, en 5 années à quelques bonnes dizaines et plus de 50 projets. Et puis un financement supérieur à 1 300 000 €. Et puis on s'est aperçu justement, en évoluant, en approfondissant cette réflexion sur le fait qu'il fallait engager, je dirais, tous les acteurs de toute la chaîne de l'utilisation du plastique, de motiver le secteur économique qui est très concerné, bien entendu, parce qu'il y a des gens qui sont des producteurs, mais il y a des gens qui utilisent dans leur processus de fabrication ou de diffusion des matières plastiques, avec tout ce que ça peut poser de plus en plus de problèmes vis-à-vis de leur acquéreur, vis-à-vis du consommateur, etc. Et on s'entoure des conseils d'un collège de scientifiques également, de façon à ce qu'il puisse y avoir un dialogue entre, je dirais, le secteur économique, ceux qui produisent ou ceux qui utilisent dans leur production. Je pense par exemple à tout ce qui est les emballages, bien entendu, et le consommateur final. Bernard Fautrier était interrogé par Alexandra Pani.
Le lancement du collège d'entreprise BIMED s'est fait aujourd'hui en présence d'un grand témoin qui connaît mieux que personne les maux dont souffre la Méditerranée, le directeur général de la fondation Tara Océan. Bonsoir Romain Troublé. Bonsoir. Quel regard portez-vous sur l'initiative BIMED née à Monaco? C'est une initiative qui est née en Méditerranée, qui est née pour la Méditerranée, qui est une initiative qui essaie à la fois de soutenir des initiatives autour de la Méditerranée, dans tous les pays qui sont riverains de la Méditerranée, pour les aider à sensibiliser, à faire de la recherche sur les pollutions plastiques en Méditerranée, à sensibiliser aux enjeux, aux comportements qui pourraient améliorer la situation. Et puis aussi, c'est aussi une initiative qui est là pour embarquer un peu l'industrie, les entreprises, en amont de la pollution en mer finalement. Toute cette pollution, elle vient vraiment de nos territoires et de notre consommation de tous les jours en fait. Et c'est un peu ça le message de BIMED. Vous êtes peut-être l'un des mieux placés pour savoir combien la mer Méditerranée souffre de la pollution plastique, puisque la 10e grande campagne de Tara, en 2014, portait sur cette thématique. Effectivement, on a eu deux campagnes finalement, en 2014 et puis une dernière en 2019, l'année dernière juste. On s'est intéressé aux pollutions plastiques autour de la Méditerranée. On a prélevé comme ça à la surface de la mer avec un filet et des filets du plastique. Et il se trouve qu'on en trouve à tous les filets qu'on a prélevés. On a fait 2000 prélèvements, chacun des prélèvements avait du plastique dedans. Il est dit de la mer Méditerranée qu'il s'agit de l'une des mers les plus polluées. Est-ce vrai? L'avez-vous constaté? On l'a constaté puisqu'on a été avec Tara autour des dernières missions. On est allé dans le Pacifique, vous savez, ce fameux continent de plastique où on dit que la poubelle du monde se trouve là. Et finalement, ce qu'on y trouve là-bas est équivalent à ce qu'on trouve en Méditerranée finalement. Donc on est vraiment dans une mer qui est effectivement fermée, avec une forte densité de population, une forte consommation, avec parfois des très faibles niveaux de tri et de collecte de déchets, qui trouvent que et du coup, la Méditerranée concentre tout ça et effectivement, elle est très polluée en macro-déchets. Mais de qui provient majoritairement cette pollution? Qui doit-on sensibiliser? Le grand public, les plaisanciers, les pêcheurs, les acteurs du trafic maritime? Le grand public dans la consommation de tous les jours, les industriels qui produisent des produits qui ne sont pas recyclables. Il n'y a pas une solution, il y en a plein. En fait, la solution est dans les mains de tout le monde. Notre consommation, quand on va faire nos courses, qu'est-ce qu'on choisit d'acheter? L'industriel, comment il construit des produits demain plus vertueux pour le recyclage qui suivra. Le politique qui prend des décisions, qui prend des lois et des décrets pour l'économie circulaire. Finalement, c'est partout qu'il faut agir. C'est aussi avec nos enfants. Comment on leur explique qu'on consomme différemment. Et aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. C'est aussi un enjeu d'éducation. Y a-t-il des initiatives BIMED qui ont tout particulièrement attiré votre attention au cours des dernières années, ou vous avez trouvé originales ou innovantes? Moi, j'aime beaucoup les initiatives qui embarquent les gens dans l'éducation, qui donnent à comprendre, le phénomène, qui montrent des choses sans faire vraiment la morale, sans donner la leçon. Je crois qu'il faut qu'on est tous adultes à un moment, on comprend tous les relations de cause à effet quand on les explique bien. Et je crois que les initiatives qui font ça sont très intéressantes. La création, le lancement aujourd'hui du collectif d'entreprise BIMED, c'est une étape capitale, tous ces grands groupes qui vous rejoignent? Alors c'est pas facile pour des ONG comme l'Etara, la mienne, ou comme le sont d'autres qui sont impliqués dans les fondateurs de BIMED, de travailler avec l'industrie, bien sûr. C'est un sujet. Et je crois qu'en fait, on peut plus faire l'économie du dialogue, de se mettre autour de la table, de comprendre les contraintes des industriels, qui comprennent aussi nos préoccupations et ce qu'on voit sur le terrain, en Méditerranée notamment, ce qu'on peut montrer, ce qui se passe, comment on arrive à rejoindre ces deux bouts et pour trouver des solutions qui soient vertueuses, où le consommateur pourra s'y retrouver, celui qui veut agir, il pourra continuer à consommer tout en étant vertueux dans sa consommation. Avant de se quitter, où se trouve Tara actuellement? Alors Tara, elle est à Lorient, elle prépare une mission et figurez-vous qu'elle partira le 12 décembre prochain pour une mission de 2 ans presque, en Atlantique Sud, Antarctique, Chili, sur les enjeux du microbiome, de toute cette biologie marine microscopique qui nous rend autant de services, beaucoup de services chaque jour. Et nous suivrons avec beaucoup d'attention ce périple. Romain Troublé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Nous retrouvons Christine Datomel pour un point info culturel. Vous avez peut-être entendu parler de l'exposition inédite qui devait avoir lieu demain à la collection des voitures anciennes du Prince. Une exposition temporaire, Antoine le pilote, qui réunit l'auto et la BD.
Eh bien, cet événement est reporté à une date ultérieure, la collection des voitures anciennes du Prince étant fermée actuellement pour cause de Covid. Né en 2009 sous le trait de crayon de l'auteur Yvon Amiel, Antoine Le Pilote est un jeune coureur de Formule 1 évoluant dans un monde où coexistent pilotes et voitures de toute époque confondues. Senna, Fangio, Bianchi, Moss, Alonso, Schumacher, Stewart, Vettel, Hamilton, Leclerc. Autant de pilotes qui ont marqué l'histoire et qui continuent de marquer l'histoire et qu'Antoine va devoir affronter sur l'asphalte. Une exposition qui a donc été reportée et qui devra avoir lieu soit le 19 décembre, soit le 1er janvier. Restez donc connectés sur les réseaux de la collection des voitures anciennes du Prince qui vous communiqueront la date du lancement de l'exposition ainsi que la date du goûter de dédicace en présence des dessinateurs de la BD. Et puis la jeune pianiste monégasque Stella Almondo sera sur France 2 mardi 1er décembre. En effet, la jeune pianiste monégasque participe à l'émission Prodige devant un jury composé de Julie Fuchs, Marie-Claude Pietragala et Gauthier Capuçon. 15 jeunes artistes interpréteront de grands classiques de Noël. 3 disciplines sont représentées lors de ce show, le chant lyrique, la musique et la danse classique. Les 3 meilleurs de chaque catégorie s'affronteront lors de la grande finale pour tenter de devenir le prodige de l'année 2020. Le vainqueur de chaque catégorie remportera une bourse d'études et le lauréat, lui, doublera sa bourse. Tous donc devant vos écrans sur France 2 demain soir à 21 h pour soutenir Stella Almondo. Et après la prometteuse Stella Almondo, nous restons dans le domaine de la musique classique avec le concert de la série Grande Saison, donné dimanche à l'auditorium Régnier 3 par l'Orchestre Philharmonique. José Sacré et Thomas Deus y assistaient. Dimanche 29 novembre, après Gethsemane de Victor de Sabata et avant la première symphonie d'Ernest Chausson, Kazuki Yamada, le directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, a invité le pianiste Nicolas Angelich à jouer le concerto numéro 1 pour piano et orchestre de Sergueï Rachmaninov. Je suis très heureux d'être ici déjà pour jouer avec cet orchestre merveilleux et avec ce chef, je dois dire, incroyable et vraiment dans des circonstances où c'est rare. Je pense qu'il y a beaucoup de souffrance et d'inquiétude, beaucoup de problèmes pour beaucoup de gens dans tous les domaines. Ce qu'il faut surtout essayer de faire, c'est de savourer ce qu'on a. Voilà, il faut essayer d'apprécier ça et de voir au fur et à mesure et de rester optimiste. Et voilà, mais c'est très difficile en ce moment, par moment. Mais après, il faut aussi essayer de rester positif. Pour le pianiste Nicolas Angelich, ce concert fut un grand moment, pour le public un enchantement. Un ultime détour par les cartes météorologiques avant de refermer ce journal. Je crois que la période de temps clément s'achève. Mardi, le temps sera très couvert, entrecoupé d'averses. À noter aussi des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 17 km/h. Patricia, du côté des températures, comptez 7 degrés le matin et 11 l'après-midi. Pour les plus courageux, l'eau sera à 17. Le soleil se lèvera à 7 h 43 avant de se coucher à 16 h 56. Mardi 1er décembre, nous fêterons les Florences. Ce journal touche à sa fin. Merci de nous être fidèles quotidiennement. Le mardi 1er décembre sera la journée internationale de lutte contre le sida. À cette occasion, nous recevrons la princesse Stéphanie, présidente de l'association Fight AIDS Monaco. Nous évoquerons avec elle le combat mené en faveur des personnes vivant avec le VIH-Sida. Un combat d'autant plus difficile qu'il est masqué par l'épidémie de Covid-19. Rendez-vous demain à 19 h pour cet entretien. Très belle soirée à tous.